Tension au palais, Chantal Biya menace de partir seule en Suisse. Introduction. Imaginez. Le palais le plus gardé du pays. Des couloirs feutrés, des agents en silence, des lustres qui ne tremblent jamais. Et pourtant, selon des sources proches du sommet de l'État, quelque chose d'inhabituel se serait produit dans ces murs. Une discussion. Une tension. Un ultimatum. Selon des indiscrétions rapportées par plusieurs sources proches du palais de l'Unité, la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, aurait adressé à son époux, le président Paul Biya, une menace que personne n'aurait osé imaginer il y a encore quelques années, partir seul. Partir sans lui. Partir en Suisse, pendant que lui resterait à Yaoundé. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas une rumeur de marché. C'est une information qui circule dans les sphères les plus fermées du pouvoir camerounais. Et derrière cette histoire de voyage, il y a une fracture. Une fissure dans le mur de granit qui entoure le régime Biya depuis plus de 40 ans. Alors, que se passe-t-il vraiment au sommet de l'État? Quelle est la véritable nature des tensions entre le couple présidentiel? Et pourquoi ce désaccord sur un simple séjour en Suisse serait-il, selon certains analystes, le symptôme d'un malaise bien plus profond? Restez avec nous. Parce que dans les prochaines minutes, on va décortiquer, analyser et décrypter ce qui se joue en ce moment derrière les portes closes du palais de l'Unité. Et croyez-nous, c'est bien plus complexe que ça en a l'air. Partie 1, contexte et fait, le palais sous pression. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord remonter quelques mois en arrière. Parce que les tensions qui agitent aujourd'hui le palais présidentiel ne sont pas nées du néant. Elles s'inscrivent dans un contexte d'une particulière gravité, un contexte marqué par la fragilité, l'incertitude et une angoisse sourde qui gagnent peu à peu l'ensemble de l'appareil d'État. Le président Paul Biya a 93 ans. 93 ans. C'est un chiffre qui, en lui-même, raconte une histoire. L'histoire d'un homme qui a traversé des décennies, des crises, des guerres intérieures, des tentatives de déstabilisation, et qui est toujours là, encore au sommet, encore à la tête du Cameroun. Mais la biologie, elle, ne négocie pas avec le pouvoir. Et selon de nombreuses sources, l'état de santé du président serait au cœur de presque toutes les discussions qui ont lieu en ce moment dans les cercles gouvernementaux. Ces derniers mois, les absences du chef de l'État se sont multipliées. Moins d'apparitions publiques. Des sorties officielles réduites. Des discours plus rares. Pour une partie de l'opinion publique camerounaise, ces absences ont alimenté toutes sortes de spéculations. Et dans un pays où l'information officielle est souvent filtrée, chaque silence de la présidence devient un espace que comblent les rumeurs. Mais ce n'est pas tout. Car en parallèle de ces questions sur la santé du président, le régime a été frappé par une série de disparitions qui ont profondément ébranlé son cercle historique. En quelques mois seulement, plusieurs barons du régime, des hommes qui avaient accompagné Paul Biya pendant des décennies, des piliers du système, ont disparu. Il y a eu Marcel Nianji-Fanji, l'ancien président du Sénat. Une figure de premier plan, un nom qui résonnait dans tous les couloirs du pouvoir camerounais depuis des générations. Puis Ayan Luc, un autre poids lourd du régime. Et ensuite, Kaveh Djibril, le président de l'Assemblée nationale, un homme qui occupait ce poste depuis 1992, 32 ans à la tête de la chambre basse du Parlement camerounais. 32 ans. Ces trois hommes sont partis en l'espace d'une période très courte. Et dans les cercles du pouvoir, quand les vieux barons tombent les uns après les autres, ça ne passe pas inaperçu. Ça crée un vide. Ça crée une angoisse. Ça crée une question que tout le monde pense mais que personne n'ose poser à voix haute, et maintenant, qui reste? C'est dans ce contexte, un président vieillissant, des piliers du régime disparus, une incertitude ambiante sur l'avenir, qu'éclate, selon nos sources, ce désaccord autour d'un voyage en Suisse. Partie 2, le conflit, quand le couple présidentiel s'affronte. La Suisse. Pour les Camerounais ordinaires, c'est un pays lointain, froid, discret. Mais pour la famille présidentielle camerounaise, la Suisse n'est pas un pays comme les autres. C'est une destination régulière. Un refuge. Une adresse discrète dans laquelle le couple présidentiel a ses habitudes depuis des années. Les séjours de Paul Biya en Suisse sont devenus, au fil du temps, une sorte de tradition officieuse. À intervalles réguliers, le chef de l'État quitte Yaoundé et s'installe à Genève ou dans ses environs, pour des séjours dont la durée peut varier de quelques semaines à plusieurs mois. Ces déplacements ont souvent été au cœur de controverses publiques. Pendant combien de temps un chef d'État peut-il gouverner depuis l'étranger?
Quelle est la nature exacte de ces séjours, repos, soins médicaux, rencontres diplomatiques? Les questions restent ouvertes, les réponses officielles toujours floues. Mais ce qui se passe aujourd'hui serait différent. Fondamentalement différent. Selon des informations rapportées par des sources proches du palais, le président Paul Biya, pour des raisons qui ne seraient pas encore totalement clarifiées, ne souhaiterait plus effectuer ce déplacement. Est-ce une question de santé qui rendrait le voyage trop risqué? Est-ce une décision politique liée au contexte intérieur du pays? Est-ce une simple fatigue, une lassitude de voyager? Les sources ne le précisent pas. Mais l'essentiel est là, il ne voudrait plus partir. Et Chantal Biya, elle, voudrait partir quand même. La première dame, selon ces mêmes sources, aurait fait part de sa volonté de se rendre en Europe, et aurait exprimé cette volonté avec une fermeté inhabituelle. Une fermeté qui serait allée jusqu'à la menace, si tu ne viens pas, j'y vais seul. Prenons un moment pour mesurer le poids de cette phrase. Ce n'est pas une scène de ménage ordinaire dans un foyer ordinaire. C'est un échange entre la première dame et le président d'un pays de 30 millions d'habitants. C'est une tension au sommet d'un régime qui a toujours soigneusement entretenu l'image d'une unité parfaite, d'une cohésion sans faille. Et voilà que, selon les indiscrétions qui filtrent, cette façade se craquellerait. Mais pourquoi Chantal Biya tiendrait-elle tant à ce voyage? Plusieurs hypothèses circulent. La première est la plus simple, ses propres besoins personnels. La première dame a ses propres habitudes, ses propres réseaux européens, ses propres engagements. Elle dirige la fondation Chantal Biya, qui a des connexions internationales importantes. Un séjour en Europe n'est pas uniquement un voyage privé, c'est aussi, selon certains, un déplacement qui s'inscrit dans ses activités propres. La deuxième hypothèse est plus politique. Certaines sources suggèrent que derrière la volonté de la première dame de se rendre en Suisse, il y aurait des enjeux liés à la question successorale. Des rencontres à organiser. Des discussions à avoir. Des positions à défendre. Dans un pays où la succession présidentielle est l'obsession permanente de toute une classe politique, même un voyage privé peut devenir un acte politique. Et la troisième hypothèse, la plus sombre, concerne la santé du président lui-même. Si Paul Biya refuse de voyager, est-ce parce que son état de santé ne le lui permet pas? Et si c'est le cas, que cela signifie-t-il pour la suite? Partie 3, révélation et décryptage, ce que ce désaccord révèle vraiment. Voici ce qu'il faut comprendre. Dans les régimes africains à parti dominant, à pouvoir concentré, à histoire longue et le régime Biya est l'un des plus longs de l'histoire du continent, il n'existe pratiquement pas de vie privée pour le couple présidentiel. Tout est politique. Tout est symbolique. Tout est signifiant. Un désaccord entre le président et la première dame ne reste jamais confiné au mur du palais. Il se diffuse. Il se murmure. Il s'interprète. Et chaque interprétation devient une position politique, une prise de parti, un signal. Dans le cas présent, ce qui est frappant, selon plusieurs analystes du champ politique camerounais, c'est moins l'anecdote du voyage en elle-même que ce qu'elle révèle sur la dynamique interne du pouvoir. Premièrement, le fait que des informations aussi intimes filtrent depuis le palais indique que quelque chose s'est brisé dans le contrôle de l'information. Le régime Biya a toujours été, en matière de communication interne, d'une étanchéité remarquable. Les fonctionnaires qui entourent le président savent se taire. Les gardes du corps ne parlent pas. Les conseillers restent dans l'ombre. Alors quand des détails sur une discussion privée entre les deux époux commencent à circuler, la question se pose, qui parle? Et pourquoi maintenant? Il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est qu'il y a des factions au sein même du palais qui ont intérêt à ce que ces tensions soient connues. Des groupes d'intérêts qui gravitent autour de l'un ou de l'autre des époux, et qui utilisent la fuite d'informations comme un outil de pression ou de positionnement dans la compétition pour l'après-Biya. La deuxième réponse possible, c'est que le contrôle s'effrite naturellement. Quand un régime vieillit, quand ses piliers disparaissent, quand l'incertitude sur l'avenir augmente, la discipline des cercles intérieurs tend à se relâcher. Chacun commence à penser à sa propre survie, à son propre positionnement. Et dans ce contexte, la loyauté absolue devient une denrée rare. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a un autre élément de décryptage essentiel. Revenons sur les disparitions des barons du régime. Nian Jifanji, Ayan Luc, Kaveh Djibril. Ces trois noms représentent bien plus que trois individus. Ils représentent 3 décennies de stabilité institutionnelle, 3 décennies d'une architecture de pouvoir soigneusement construite et maintenue.
Ces hommes connaissaient les codes. Ils savaient comment fonctionnait le système. Ils étaient des amortisseurs, des médiateurs, des régulateurs. Avec leur disparition, une question fondamentale se pose: qui joue désormais ce rôle de régulation? Qui est capable, aujourd'hui, de calmer les tensions, d'arbitrer les conflits, de maintenir la cohésion du bloc présidentiel? Selon certains observateurs, personne n'a encore vraiment pris ce rôle. Et ce vide de médiation, ce vide d'arbitrage serait lui-même un facteur aggravant des tensions actuelles. Sans ces grandes figures pour réguler, les conflits montent plus vite. Les désaccords s'enveniment plus rapidement. Et les fuites d'informations, qui autrefois auraient été étouffées dans l'œuf, se retrouvent désormais à circuler librement. Il faut également parler d'un phénomène que les spécialistes appellent la question de l'agenda de fin de règne. Dans tout régime de longue durée, les dernières années sont marquées par une compétition intense entre différentes factions pour contrôler la transition. Et quand on est dans un régime présidentialiste comme le Cameroun, avec une concentration maximale du pouvoir dans les mains d'un seul homme, cette compétition devient d'une intensité particulière. Dans ce contexte, les voyages du président ou son refus de voyager prennent une signification stratégique. Un départ en Suisse, c'est un président qui s'éloigne physiquement. Un président qui s'éloigne, c'est potentiellement un espace de manœuvre pour ceux qui restent sur place. Et un refus de partir, c'est un président qui veut rester au centre, rester présent, rester aux commandes. Certains analystes vont même plus loin. Ils suggèrent, prudemment, que le désaccord entre Paul et Chantal Biya pourrait refléter des divergences sur la question même de la transition. Est-ce que les deux époux ont la même vision de l'avenir? Est-ce qu'ils s'accordent sur la suite des événements? Est-ce qu'ils ont les mêmes priorités?